Merci, professeur. On peut démarrer. Merci, Monsieur Conan. Permettez-moi quand même de commencer à remercier Dr Boukari de pouvoir en fait donner l'opportunité d'être honoré de venir quand même prendre la parole devant une auguste audience, notamment le personnel de santé de l'Afrique et l'ensemble en fait des décideurs et régulateurs en fait de l'OMS. Aujourd'hui, chers collègues, vous comprenez qu'en fait, la présentation qu'on va parler aujourd'hui, c'est de l'éthique de l'IA, ok, adaptée, ou l'éthique et la gouvernance de l'IA adaptée pour le personnel de santé en Afrique. Ce que vous devez comprendre, en fait, quand on parle de l'éthique et de gouvernance, c'est juste, en fait, aller à faire ce qu'on appelle de l'élaboration d'un cadre africain, ok, pour qu'on quand même qu'on puisse permettre à l'ensemble du personnel de la santé de soigner mieux, de soigner juste et de soigner ensemble. L'idée globale ici, ou l'objectif global, c'est de montrer comment l'IA, okay, peut aider, peut accompagner ce qu'on appelle la santé et qu'il puisse quand même procurer à l'ensemble du personnel de la santé de manière éthique, responsable et adaptée aux réalités africaines. En tout cas, l'idée centrale aujourd'hui de ce qu'on va voir, c'est simple, c'est que l'IA doit améliorer quand même les soins sans déshumaniser en fait ce qu'on appelle la médecine. Et c'est ça vraiment l'élément okay, déterminant okay, de la présentation aujourd'hui. Donc, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, vous avez eu à faire quand même deux présentations. Donc, je pense qu'il y a eu deux sessions pour ce qu'on appelle la session OMS Afro pour l'IA et santé publique. Vous avez eu à faire une session dont on vous a parlé de l'ensemble des outils de l'IA, donc quels sont les modèles d'IA qui ont été utilisés. Donc, la deuxième session vous a permis quand même de pouvoir en fait explorer un peu comment on fait ce qu'on appelle le prompting, pour pouvoir en fait utiliser un peu ce qu'on appelle l'IA. Mais aujourd'hui, la présentation ne parle pas seulement de technologie. Donc, il faudra comprendre aujourd'hui ce qu'on va parler. C'est juste en fait ce qu'on appelle la confiance. On va parler de la responsabilité et de l'humanité pour que le système de santé doit rester simplement un outil au service du soignant. Il ne faut pas qu'en fait, que l'IA puisse faire l'inverse. L'inverse, c'est quoi? C'est qu'un personnel de santé ne doit pas pouvoir en fait se procurer les services de l'IA pour que l'IA puisse soigner le patient. La donne, c'est quoi? C'est que l'IA doit être un outil au service du soignant qui soigne. Et cela, ça va se passer essentiellement par quatre éléments. Donc, dans un premier temps, il faut nécessairement quand même qu'on puisse savoir que l'IA doit être adaptée au contexte africain. L'éthique de l'IA ne peut pas être copiée des Occidentaux sans adaptation. Donc, elle doit tenir compte non seulement en fait, de la réalité des hôpitaux et des établissements de santé africains. L'IA aussi doit tenir compte quand même des ressources, parfois ici au Sénégal, que ce soit au Bénin, que ce soit dans nos pays africains. Les ressources en fait sont parfois très limitées. Il faudra aussi que l'IA, au moment en fait, de pouvoir en fait, l'utiliser en Afrique, qu'il puisse respecter quand même en fait, ce qu'on appelle les langues et les contextes culturels. Et en dernier, il faudra nécessairement en fait, qu'il y ait un enjeu d'équité, d'accès aux soins en fait, de santé. Le deuxième élément essentiel en fait, qu'on devrait ne pas perdre de vue, c'est ce qu'on appelle la responsabilité partagée entre les acteurs, notamment le personnel de santé, les décideurs et les régulateurs. Cette démarche va les concerner, notamment quand vous prenez le personnel de santé, les médecins, les infirmiers, les sages-femmes, agents de santé communautaire. En fait, il faudra comprendre en fait, que c'est eux qui utilisent ou subissent les décisions assistées par l'IA. Les décideurs et les régulateurs, tels que les ministères, les autorités sanitaires, partenaires techniques comme l'OMS, c'est eux qui vont certainement définir les règles, la gouvernance et la protection des patients. Le troisième élément essentiel que nous devons pouvoir faire attention, c'est que l'humain doit rester au centre de l'IA. Et le message essentiel qu'on doit pouvoir retenir, c'est qu'il faut forcément que le personnel de santé puisse soigner avec l'IA sans jamais oublier l'humain. Donc, l'IA peut assister, hein, donc l'IA peut analyser, l'IA peut recommander, l'IA peut alerter, mais elle ne doit jamais remplacer en fait l'humain. L'IA ne doit jamais remplacer ce qu'on appelle le rôle du soignant, notamment en matière d'écoute, en matière d'empathie, en matière de jugement clinique et Professeur, surtout la responsabilité. s'il vous plaît, les diapos ne défilent pas. Hein. Je ne sais pas si vous êtes toujours la Oui, première. oui, non, c'est bon. Je suis en train de pouvoir en fait parler juste de cet élément-là. OK. Okay. Donc, ce qu'il faut comprendre, en fait, il ne remplace pas. L'autre élément aussi, c'est qu'il faudra comprendre en fait que le chemin vers une adaptation éthique et responsable de l'IA
est un processus continu et évolutif. Donc, il faudra comprendre en cela que l'adoption en fait, de l'éthique de l'IA n'est pas une décision ponctuelle. Il faut que les décideurs de l'OMS et les régulateurs puissent comprendre en fait que l'adoption de l'éthique de l'IA ne doit pas être une décision ponctuelle. C'est un chemin fait de formation. Ce chemin-là est fait de vigilance. Ce chemin-là est fait de pivot, ce qu'on appelle de l'ajustement et surtout en fait de la gouvernance continue. Chers collègues, vous devez comprendre en fait que l'IA n'est pas une technologie du futur. Elle est déjà présente dans nos systèmes de santé, y compris en Afrique. Et là, le message que je veux faire passer, c'est que même si vous utilisez directement, les professionnels de santé en fait seront de plus en plus influencés par les outils IA. Donc, certainement, vous allez voir à peu près l'ensemble des appareillages, l'ensemble des appareils, des équipements que vous utilisez des dernières générations. Donc, comprenez qu'en fait, le monde actuel, c'est qu'en fait, de plus en plus, on ne travaille plus avec la main. Donc, avant, le médecin, son outil, c'était la main. Mais aujourd'hui, vous voyez qu'en fait, entre la main et le patient, vous avez à peu près pas mal d'équipements en fait, qui interviennent. Et ces équipements-là vous permettent directement de pouvoir accélérer pour pouvoir vous donner des orientations, pour pouvoir vous faire à peu près des diagnostics. Et ces équipements-là d'aujourd'hui, la plupart, en fait, contiennent ce qu'on appelle l'IA. Donc, concrètement, il faudra nécessairement, en fait, que ça devient essentiel qu'en fait, que les acteurs ou bien le personnel de santé puissent comprendre, en fait, c'est quoi l'IA pour pouvoir, en fait, les utiliser avec discernement. Donc, concrètement, l'IA, certainement, vous permettre d'intervenir sur le diagnostic et le triage. Donc, ça veut dire que ça vous permettra de faire de l'aide à l'analyse des images médicales, ou ça vous permettra, par exemple, de pouvoir orienter rapidement des patients. Ça va certainement intervenir dans le suivi des patients, notamment sur le rappel des traitements, de la téléconsultation ou bien de l'assistance numérique en langue locale. L'IA aussi vous permettra certainement de pouvoir, en fait, anticiper, en fait, sur la surveillance des épidémies, nécessairement de pouvoir faire le repérage, plutôt des signaux d'alerte comme le choléra ou le paludisme. Donc, de manière simple, c'est quoi l'intelligence artificielle? Donc, les collègues, en fait, qui nous ont précédés dans les deux sessions vous ont déjà expliqué. Mais comprenez qu'en fait, de manière simple et de manière élémentaire, que l'IA ne donne pas une vérité. Je répète bien, l'IA ne donne pas une vérité ou bien une vérité absolue. L'IA vous fournit simplement ce qu'on appelle une probabilité. L'IA vous fournit une probabilité. L'IA ne fournit pas de l'optimisme. L'IA ne fournit pas du pessimisme. L'IA fournit simplement ce qu'on appelle une probabilité. Et l'essentiel ici alors, c'est que l'IA ne pense pas comme un humain. L'IA calcule à partir de ce qu'elle a appris. Si l'IA n'apprend pas, l'IA va vous tromper. Donc, le patient aussi, il faudra comprendre que le patient aussi ne fait pas confiance à un algorithme. Le patient fait confiance à un soignant. Donc, il fait confiance aux soignants, aux médecins, au personnel de santé. Et en santé, cela signifie qu'elle peut aider, que l'IA peut aider à détecter, que l'IA peut aider à alerter, l'IA peut aider aussi à assister, mais il ne va jamais remplacer le jugement clinique. L'IA aussi ne va jamais remplacer aussi l'expérience du soignant et l'IA aussi ne va jamais remplacer la relation humaine avec le patient. Et ces éléments-là, c'est ça qu'on appelle l'éthique que le soignant ou le personnel de santé doit pouvoir en fait nécessairement pouvoir garantir ces aspects-là. Et ça, chers collègues, vous savez qu'en fait, aucune technologie ne peut le remplacer. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'être peur de l'IA. L'IA, c'est simplement un outil au service des soignants. Donc, l'IA va apprendre juste en analysant ce qu'on appelle des milliers d'exemples qui sont déjà fournis à travers les plateformes, comme des images médicales ou de ces patients, ou des résultats biologiques. L'IA aussi souvent, à part de ces données-là, elle propose, ça veut dire qu'elle va aider à orienter une décision en fournissant une estimation ou une recommandation basée sur ce qu'on appelle que des probabilités. Maintenant, vous comprenez que l'IA peut se tromper si simplement les données d'apprentissage sont incomplètes ou bien parfois si sont biaisées ou différentes en fait de la réalité rencontrée. Quelle est alors l'éthique de l'IA? Comment on peut le définir, selon vous? L'éthique de l'IA, en fait, en santé, c'est simplement l'ensemble des principes qui devraient garantir que la technologie respecte simplement l'être humain. Je répète bien, l'éthique de l'IA en santé devrait être nécessairement à l'ensemble des principes qui garantissent que la technologie respecte simplement
l'être humain. Et pour cela, il va se reposer sur 4 piliers. Il y a un premier pilier de dignité. Donc, ça veut dire que garder le patient et le soignant au centre en respectant leur humanité. Le deuxième pilier, c'est ce qu'on appelle le pilier de droit. Il faut forcément en fait protéger les droits fondamentaux comme la confidentialité du patient, en fait du soignant, la confidentialité en fait du dossier patient et le consentement du patient et l'équité. Le troisième pilier en fait qu'il faudra ne pas perdre de vue, c'est certainement ce qu'on appelle la sécurité. Donc s'assurer que l'outil est fiable, l'outil IA que vous allez utiliser, c'est un outil qui a été testé à l'occidental. Donc, ça veut dire que cet outil-là, vous l'amenez en Afrique, certainement ne pourra pas fonctionner. Prenez juste le cas où vous avez un IA qui est bien testé, en fait, qui est performant dans un hôpital qui est en ville, où vous avez à peu près ce qu'on appelle toute la performance de la luminosité. Vous l'amenez à peu près en terrain rural, où certainement vous avez que des lampadaires, mais forcément, vous n'aurez pas les mêmes résultats. Donc, cette sécurité de pouvoir garantir que l'outil est fiable est important et ne met pas, en fait, il ne faut pas mettre, en fait, ce qu'on appelle les personnes ou bien ce qu'on appelle les patients en danger. Et le dernier pilier, c'est la responsabilité. Rappelez qu'au final, la décision et la responsabilité restent toujours humaines. Et le message clé, c'est que l'éthique ne bloque pas l'innovation. Elle garantit que l'IA soit utile, juste et au service en fait du soin de santé. L'éthique n'est pas un frein, oui, c'est ce qui rend en fait la technologie utile. Maintenant, en réalité, ce que je veux dire ici, c'est que sans éthique, une technologie peut être plus rapide. Actuellement, c'est l'accélération de l'IA, mais c'est très dangereux. Avec éthique, la technologie va répondre à un vrai besoin humain et ça va respecter un peu ce qu'on appelle les personnes et ça va réduire un peu ce qu'on appelle les injustices. Donc, prenez un exemple concret pour pouvoir en fait étayer un peu ce que ces propos-là. Si vous prenez une IA qui diagnostique, par exemple, vite, mais qui se trompe en fait sur les populations africaines, faute de données locales. Parce qu'en Afrique, souvent, nous ne disposons pas avec des data centers, nous ne disposons pas en fait des bases de données. Oui, la technologie est performante, mais vous voyez qu'en fait là, vous avez de l'injustice. Maintenant, si vous prenez une IA qui protège les données patients et qui explique ses limites et assiste le soignant, là, vous avez à peu près ce qu'on appelle une technologie qui est utile et qui est responsable. Donc, l'éthique n'empêche pas d'innover, mais elle empêche de mal innover. Donc, sur cet élément aussi, il faudra voir à peu près quel est le rôle de l'OMS, okay? Quel est réellement en fait, ce qu'on appelle la vision éthique de l'OMS. Donc, c'est ce qui passe en fait dans la consultation et qui n'est pas, en fait, pas dans le code. Okay? Donc, cela signifie simplement en fait, que l'éthique ne se limite pas aux ingénieurs informaticiens qui programment l'algorithme, mais l'éthique doit se jouer au moment où la technologie est utilisée. Quand la technologie va être utilisée dans nos hôpitaux, il faudra nécessairement en fait, qu'on essaie de considérer à la fois quoi? Sera la relation entre le médecin et le patient? Quelle sera la relation entre le soignant et sa famille et quelle sera à peu près la relation en fait de l'hôpital ou bien de l'établissement et de la communauté. Et ces questions en fait que vous devez nécessairement retenir, ce qu'on appelle les questions éthiques clés, c'est de dire est-ce que le patient a-t-il compris qu'il y a contribué à son diagnostic. Là, le patient a le droit de savoir. Le médecin, est-ce que le médecin suit-il aveuglement la machine? Et ça veut dire que c'est dangereux. Vous ne pouvez pas quand même suivre une machine comme ça, indépendamment en fait de votre jugement humain. L'autre question aussi qui est clé, c'est quoi? Peut-on expliquer la recommandation de IA? Quand IA vous donne à peu près ce qu'on appelle en fait une sortie, un résultat ou bien une probabilité, est-ce que réellement en fait que le médecin ou bien le soignant est capable de pouvoir en fait bien lire ou bien de bien comprendre en fait ces recommandations-là? Si l'IA se trompe, alors, cher personnel de santé, qui va assumer? Est-ce que c'est l'IA? Vous ne pouvez pas quand même porter plainte l'IA, car ça, ce sera quand même un danger. Donc, celui qui va assumer, c'est celui vraiment en fait qui a prompté avec l'IA. La dernière question, c'est quoi? Est-ce que le patient est-il traité comme une personne? Ou bien quand vous utilisez l'IA, est-ce que le patient est traité comme une donnée? Et ça veut dire que c'est une ambiguïté qu'il faudra nécessairement pour le personnel de santé qu'il puisse quand même dissocier ces deux choses-là. Quand on traite un soignant ou bien quand on traite un patient, on traite une personne, mais on ne traite pas une donnée. Mais l'IA, il va s'appuyer sur des exemples qui existent déjà, sur des données, pour pouvoir en fait prédire une probabilité. Donc, autrement, dire simplement que le code calcule, l'IA il calcule, le soignant il décide, mais l'éthique encadre cette décision. Donc, la lecture en fait, de l'OMS sur ce chemin-là, globalement, on peut aussi dire que voilà, dans le contexte africain, hein, donc on peut avoir souvent en fait le cas qu'on constate dans nos pays, hein, donc il y a des déficits de spécialistes,
Okay? Il y a souvent une surcharge en fait des structures de santé. Il y a ce qu'on appelle aussi l'inégalité des accès. On a aussi noté souvent ce qu'on appelle la faible infrastructure numérique et des enjeux de confiance. Mais le vrai risque en fait que l'OMS devrait comprendre au niveau de l'Afrique, okay, ce n'est pas seulement en fait une mauvaise IA qu'on va utiliser, mais c'est le vrai risque en fait, c'est quoi? Une IA utilisée sans discernement dans un système qui est déjà fragile en Afrique. Donc prenons l'exemple par exemple concret, un agent de santé communautaire, okay, qui se trouve par exemple dans une zone rurale au Bénin ou bien au Sénégal, qui suit une recommandation IA sans esprit critique. Ça veut dire qu'il ne prend pas le temps en fait, de pouvoir en fait, va avoir fait juste ce qu'on appelle l'esprit critique sur la recommandation de IA, parce qu'il pense simplement en fait que la machine, ok, c'est mieux. Parce que imaginez, c'est peut-être un infirmier, c'est peut-être quelqu'un qui a juste un certificat quelque part ou bien quelqu'un qui a été accompagné à travers une petite formation et certainement il y a un déficit de spécialistes. Cette personne-là va automatiquement jouer ce rôle-là en fait, de soignant. Mais certainement, quand vous l'amenez l'IA, certainement, il va penser en fait que l'IA est mieux, la machine est mieux. Et ça, c'est vraiment une erreur qu'en fait que l'OMS doit pouvoir garantir et de pouvoir en fait, éviter ça à l'ensemble des soignés. L'enjeu éthique devient en fait alors humain, organisationnel au niveau de l'UMS et au niveau des régulateurs, et aussi contextuel pour savoir à peu près où on l'applique. Est-ce qu'on va l'appliquer dans un hôpital où vous avez les performances, ou bien on devra l'appliquer dans une zone rurale où certainement vous avez ce qu'on appelle les limites de l'infrastructure. Donc, ça veut dire que l'IA n'est pas purement, ok, l'enjeu éthique n'est pas purement technique ou technologique. Ça veut dire que c'est humain, organisationnel et contextuel. Donc, on a essayé de retracer un peu en 2021 les 6 principes en fait, éthiques de l'OMS pour l'IA santé. Donc, parmi ces principes, donc, rapidement, donc, il y a ce qu'on appelle protéger l'humanité, l'autonomie humaine. Donc, l'IA est un outil d'assistance, okay, pas un substitut aux professionnels de santé. Donc, l'IA peut proposer une recommandation, mais la décision finale doit rester toujours humaine et fondée sur le jugement clinique et le contexte du patient. Le deuxième principe de l'OMS, c'est de promouvoir en fait le bien-être et la sécurité. Donc, l'IA ne doit pas être utilisée parce qu'elle est innovante, mais parce qu'elle apporte un bénéfice ou bien une valeur réelle à la communauté. Et cette valeur-là doit être démontrable et sûre pour le patient. La performance technique seule ne suffit pas. L'impact sur la santé compte avant tout. Le troisième principe de l'OMS, c'est assurer la transparence et l'explicabilité. Donc, les patients comme les soignants doivent savoir lorsqu'une IA intervient dans une décision de soins, l'utilisation de l'IA ne doit pas être une boîte noire incompréhensible, surtout lorsqu'elle influence un diagnostic ou bien un traitement d'un patient. Le quatrième principe, c'est favoriser la responsabilité. L'IA ne porte pas de responsabilité juridique ou morale. Il faut donc définir clairement qui répond des décisions, qui répond des erreurs ou qui répond des conséquences. Donc, concepteur, institution ou professionnel, il faudra nécessairement qu'en fait, qu'on essaie de pouvoir dire quelle est la chaîne de validation, quelle est la chaîne de responsabilité, okay, sur celui qui doit répondre à la décision ou bien celui qui doit répondre à des erreurs ou à des conséquences. Le cinquième, en fait, principe, c'est de garantir l'équité et l'inclusion. Donc, l'IA ne doit pas renforcer les inégalités existantes, elle doit fonctionner de manière juste pour toutes les populations, que ce soit une femme qui se trouve en zone rurale, ou bien une femme qui se trouve en ville, ou bien une femme en fait qui se trouve à peu près dans une zone favorable. Y compris les femmes, les enfants, les populations africaines rurales, ou peu représentées dans les domaines d'apprentissage. Et le dernier principe que l'OMS en fait a promulgué, c'est de promouvoir une IA durable et adaptée au contexte africain, c'est-à-dire une solution IA qui doit pouvoir s'intégrer durablement dans les systèmes de santé locaux, avec des infrastructures, des compétences et des ressources adaptées localement. L'objectif n'est pas un projet piloté isolé, mais une transformation utile et soutenable. Donc, à travers ce diapo, on va montrer qu'en fait, il y a un danger qui est invisible, ce qu'on va appeler les biais. Et ces dangers souvent invisibles, en fait, au niveau de l'IA en santé. Donc, apparaît lorsque l'IA apprend à partir des données incomplètes. Souvent, en Afrique, nous n'avons pas ces données-là. Même si nous avons ces données-là, ces données certainement ne sont pas des données numériques. On essaie directement de donc. La plupart, en fait, des l'IA qui existent actuellement vont utiliser ce qu'on appelle des données occidentaux. Donc, forcément,
quand vous allez directement en fait prompter ou bien quand vous allez directement faire de l'apprentissage IA, les données en fait risquent d'être incomplètes. Donc, les données aussi peuvent ne pas être représentatives, ok, ou bien qui peuvent être issues d'un contexte différent ou ok, de celui en fait où l'IA sera utilisée. Donc, un cas concret, c'est l'exemple en fait qui est présenté ici. Ok, va monter un outil de détection, par exemple, du mélanome. Donc, on suppose qu'en fait, que cet outil-là qui a été testé sur des peaux claires et que l'outil va donner à peu près un résultat de performance à 95% sur les données entraînées. Mais cet outil-là va avoir une sensibilité qui va chuter de 34% sur des peaux noires. Donc, la conséquence, c'est quoi? Donc, si vous prenez ces outils-là et vous les mettez en fait dans une zone africaine, donc ça veut dire que voilà, vous avez une maladie qui peut être mal détectée ou un diagnostic trop tard avec un risque direct pour le patient. Et vous voyez qu'en fait, que ça, c'est ce qu'on appelle les biais. Et ce biais-là, en fait, est très dangereux. Et parmi les biais-là, on peut les classer à 4 niveaux. Vous avez ce qu'on appelle les biais de représentation. Ça veut dire que si les populations africaines, les peaux noires ou les maladies tropicales sont peu présentées dans les données d'apprentissage, l'IA, c'est sûr et certain, apprendra une vision incomplète de la réalité. Il y a ce qu'on appelle les biais de déploiement. Un outil performant dans un hôpital bien équipé à Dakar ou bien dans les capitales des pays africains, peut échouer dans un centre de santé rural parce que certainement vous n'avez pas la numérosité, vous avez certainement, en fait, vous n'avez pas à peu près ce qu'on appelle la gestion à peu près de l'environnement, vous ne pouvez pas gérer le vent, vous ne pouvez pas gérer l'ensemble des éléments. L'exemple patent, c'est quoi? Imaginez par exemple quand vous achetez un peu vos lunettes de correction en épidémiologie. La première semaine, oui, les lunettes peuvent être faites. Mais une fois que vous arrivez à mettre quand même du liquide, souvent il y a des liquides en fait qui ne sont pas normés, vous les mettez, vous voyez qu'en fait, au fur et à mesure que vous avez ces lunettes-là qui sont dégradées. Donc, le biais de déploiement, il faut nécessairement en fait qu'on puisse gérer ce qu'on appelle les différences d'infrastructures, de connectivité, d'équipement ou d'environnement. Ces éléments-là doivent être bien dimensionnés, bien étudiés pour qu'on ne puisse pas avoir ce qu'on appelle des biais de déploiement. L'autre élément aussi, il y a ce qu'on appelle les biais linguistiques. Une IA qui ne comprend ni le Wolof, ni le Swahili, ou bien ni le Hausa, ou bien ni le Amharique, ou bien une langue, en fait, ce qu'on appelle une langue locale, va exclure forcément des milliers de patients et ça va limiter la qualité, en fait, de l'interaction avec ce qu'on appelle les suivis patients. Et le dernier biais, ce qu'on appelle le biais de la confirmation. Si les données historiques contiennent déjà, en fait, des erreurs, quand vous avez des erreurs, en fait, des données où il y a déjà des erreurs, ou bien des données où vous avez à peu près ce qu'on appelle des inégalités humaines, l'IA peut non seulement en fait les reproduire, mais aussi les amplifier à grande échelle. Et le message ici essentiel qu'il faudra retenir, c'est que l'IA n'est pas automatiquement neutre. Elle reflète la qualité et les limites de ce qu'on lui apprend. Si vous prenez en fait, si vous amenez des erreurs à l'IA, c'est sûr et certain l'IA en fait va vous amener une probabilité sur ces erreurs-là. Donc, pour le personnel en fait de soignants, soyez vigilants. Une IA mal conçue ou mal adaptée peut renforcer les inégalités de santé plutôt que de les corriger. Donc, en santé africaine, la question alors n'est plus seulement est-ce que l'IA fonctionne, mais plutôt qui fonctionne, pour qui fonctionne-t-elle en fait réellement? Donc, c'est ça la question en fait normalement qu'on devait se poser. Ce n'est pas de voir à peu près, oui, M. Gom vous a montré, l'ensemble des experts vous ont montré comment l'IA. Il faudra savoir en fait l'IA que vous allez utiliser, ça doit fonctionner pour qui? Donc, sur ce slide-là, nous allons parler un peu de la souveraineté numérique, donc, qui nous permettra, par exemple, de pouvoir voir quelle est la question, n'est pas seulement en fait technique, ou bien la question devrait être plutôt stratégique pour l'OMS et pour les décideurs. Donc, on devait se poser la question qui contrôle les données en Afrique. Est-ce que réellement nous avons déjà des régulateurs? Est-ce que nous avons à peu près ce qu'on appelle les institutions qui permettent de contrôler les données? Où sont-elles stockées? Est-ce que les données en fait résident localement ou les données à peu près sont exploitées au niveau de l'occidental? Et surtout, il faudra nécessairement se poser la question qui bénéficie en fait de leur exploitation. Est-ce que c'est les Africains qui bénéficient réellement en fait de leurs données ou bien la valeur de leurs données en fait est exploitée en occidental? Le risque est clair alors. Donc, si les données en fait de santé africaines sont collectées et stockées et analysées principalement hors du continent, l'Afrique peut alimenter des innovations dont les bénéfices reviennent ailleurs. Donc, sans renforcer ses propres systèmes de santé. Donc, je pense qu'en fait, nous, les décideurs, ou bien les régulateurs, ou bien en fait les organes de décision, vous devez nécessairement en fait travailler pour que les écosystèmes puissent rester en Afrique. Donc là, il faudra nécessairement actionner sur 3 niveaux. Il y a d'abord en fait un niveau au niveau du personnel de santé. Il faut nécessairement en fait créer ce qu'on appelle la vigilance
opérationnel. Donc, les professionnels de santé ont un rôle de première ligne. Ils doivent privilégier des solutions avec hébergement local ou régional quand vous allez utiliser l'IA, lorsque c'est possible. Vous devez préférer des outils transparents, auditables qu'il faudra auditer et des outils qui sont ouverts, plutôt en fait que d'utiliser des outils qui sont boîtes noires incontrôlables. La plupart en fait des équipements que vous utilisez dans nos hôpitaux, souvent c'est des boîtes noires qui sont tellement incontrôlables, or que vous avez ici de l'expertise africaine sur place qui n'est pas, dont on ne fait pas confiance. Donc le personnel de santé doit pouvoir exiger que des contrats clairs sur la propriété, l'usage, le partage et la protection des données des patients. Pour les gouvernants tels que l'OMS, la responsabilité est stratégique. Les États doivent créer un cadre de confiance en adoptant des lois robustes de protection des données de santé, en investissant aussi dans les infrastructures numériques souveraines, telles que le cloud national ou régional ou de l'hébergement sécurisé dans le cloud privé, et en formant aussi des régulateurs capables d'évaluer les outils d'IA en santé. Et là, je répète bien au niveau de l'OMS, si réellement en fait l'IA doit être utilisée au niveau de la santé, la première action à faire, c'est qu'il faut nécessairement désigner des régulateurs capables d'évaluer, de dimensionner les outils IA en santé. Et pour l'OMS et les partenaires, l'accompagnement et la gouvernance globale. Donc, les institutions internationales doivent soutenir la certification d'abord d'outils adaptés aux réalités africaines. Il ne faut pas nécessairement qu'on essaie d'importer les outils d'ailleurs et automatiquement de pouvoir en fait les proposer au niveau de nos systèmes sanitaires. Il faut nécessairement en fait qu'il y ait de la certification que ces outils-là répondent réellement en fait aux réalités africaines. Il faudra nécessairement qu'on essaie de promouvoir les langues africaines dans les technologies de l'IA. Qui doit le faire? Est-ce que c'est réellement les Occidentaux qui doivent le faire en fait pour les Africains? Non. Je pense qu'en fait, il faudra, l'intelligence africaine, vous avez à peu près ce qu'on appelle les talents au niveau de nos universités, au niveau de nos centres de formation. Il faut qu'on puisse aider ces jeunes-là pour qu'ils puissent quand même promouvoir les langues africaines dans les technologies de l'IA. Il faudra aussi qu'on puisse défendre la place de l'Afrique. Ça aussi, c'est important au niveau des organismes tels que l'OMS. Comment on pourrait-on défendre la place de l'Afrique dans les normes et standards mondiaux? Là, souvent, l'Afrique n'est pas présente dans ces instances-là. Il faudra nécessairement jouer quand même de plaie-pied pour qu'on puisse quand même aller défendre ce qui est défendable pour l'Afrique. L'enjeu est fondamental pour les dirigeants de l'OMS. Les données de santé ne sont pas des simples fichiers techniques. Il ne faut pas les comprendre comme ça. Pour la santé, les données ne sont pas des fichiers techniques. Ils représentent la réalité sanitaire de populations africaines, d'une population majoritaire au niveau mondial. Les données-là vont représenter une ressource scientifique et stratégique pour les gouvernements. C'est de la valeur, c'est du business derrière et un levier de souveraineté et d'innovation pour l'Afrique. Donc, ces données-là, on doit nécessairement ne pas les repatrier en fait, à l'Occidental. On doit nécessairement les garder localement pour qu'on puisse créer de la valeur et créer un peu de ce qu'on appelle de l'économie. Et le message clé pour les dirigeants de l'OMS, c'est que les données de santé africaines doivent d'abord servir à améliorer la santé des Africains. La donnée n'est pas une marchandise. C'est un patrimoine stratégique de santé publique pour l'Afrique. Alors, certainement, en fait, pour la gouvernance de l'IA, comprenez qu'en fait, chers compatriotes, que l'Afrique n'est pas en retard sur l'IA. Non loin de là. Donc, elle est en construction, mais cette construction reste inégale. Donc là, on a présenté un ensemble de pays qui utilisent actuellement ce qu'on appelle en fait des avancées dans la construction ou bien dans l'élaboration en fait, des normes. Il y a le Kenya, il y a le Rwanda, vous avez le Ghana, vous avez aussi le Sénégal et l'UEMA, et il y a d'autres pays aussi qui permettent directement. Donc, ce stade-là permet directement de pouvoir montrer qu'en fait, que l'Afrique n'est pas en retard, mais c'est juste qu'en fait, que, voilà, nous fonctionnons en pas de tortue. Donc, et nous devons nécessairement en fait, pouvoir assurer les synergies et de ne pas le faire en fait, de manière inégalée. Essayer directement de pouvoir faire un consortium à travers l'OMS, à travers les organisations, à travers à peu près ce qu'on appelle la CEDEAO, etc., pour pouvoir vraiment en fait proposer et élaborer ce qu'on appelle l'ensemble des documents ou bien l'ensemble de la réglementation qui permettait quand même de pouvoir encadrer l'IA. Ce constat révèle simplement qu'une réalité, c'est que l'innovation avance souvent plus vite qu'en fait que la régulation. Donc, il faut nécessairement que nos gouvernements quand même puissent réagir. Or, en santé, l'absence de gouvernance va créer certainement ce qu'on appelle des risques. Donc, il y a des usages non maîtrisés des données de santé qui devront être constatés. Vous risquez d'avoir de la dépendance à des technologies externes qui ne pourront pas en fait garantir ce qu'on appelle la réalité du soin. Vous pouvez avoir à peu près ce qu'on appelle de l'absence de responsabilité claire et vous pouvez avoir à peu près de ce qu'on appelle de l'aggravation en fait possible des inégalités de soins.
Donc, l'OMS apporte un cadre de référence avec ses principes éthiques, mais chaque pays doit transformer ces principes en politique, en loi, en capacité institutionnelle et en mécanisme de contrôle adapté à son contexte. Donc, le véritable enjeu, chers collègues, chers personnels de santé, n'est pas de savoir si l'Afrique utilisera l'IA. Elle l'utilise déjà, mais la vraie question est l'Afrique gouvernera-t-elle en fait cette transformation ou la subira-t-elle? C'est ça vraiment en fait l'enjeu. Le défi n'est pas de copier des modèles étrangers, mais c'est de bâtir en fait une gouvernance africaine, souveraine, éthique et pensée pour nos réalités africaines. Alors, sur ce diapositive, pour le personnel de santé, nous allons vous donner à peu près ici 4 boussoles que vous devez mémoriser aujourd'hui. Donc, les principes éthiques, ce sont simplement des réflexes concrets pour le terrain, pas pour, pour le discours. Donc, l'IA, quand vous allez les utiliser, c'est simplement que des réflexes sur le terrain, et spécialement en fait pour le soignant africain. Le message est simple, l'éthique n'est pas une théorie, c'est une pratique quotidienne au chevet du patient. Vous devez avoir nécessairement garanti ce qu'on appelle la confidentialité, c'est que les données de santé ne sont pas de simples informations techniques. Elles touchent à l'intimité, à la dignité et à la confiance du patient. Aucune donnée ne doit être partagée sans consentement éclairé ni exposée sur des outils non sécurisés. Il y a l'autre volet, l'autre boussole, c'est l'équité. Une IA éthique ne doit pas créer une médecine à 2 vitesses. Si un outil fonctionne uniquement pour des patients urbains, connectés ou bien représentés dans les données, alors il exclut les autres qui se trouvent dans les zones rurales. La technologie doit servir autant la femme enceinte en zone rurale que le patient en fait, d'un grand hôpital à Dakar ou bien dans les pays, dans les capitales africaines. L'autre élément, c'est la responsabilité chez personnel de santé. L'IA peut recommander, mais elle n'assume ni la relation de soins, ni la responsabilité morale, ni la décision clinique. Le soignant reste le garant du discernement. L'IA propose, le personnel de santé décide. Et l'élément essentiel, c'est le respect du patient. Là, on voit un peu l'accélération de l'IA, on voit un peu ce qu'on appelle l'accélération de la technologie. Il y a la rapidité de la technologie, mais ça ne doit jamais écraser l'humanité du soin de santé. Informer, expliquer, écouter, obtenir le consentement, respecter la langue et la culture du patient. Voilà ce qu'on appelle le cœur de l'éthique pour pouvoir en fait résumer. Une bonne IA peut accélérer un diagnostic. Seul un bon soignant peut préserver la confiance. L'IA ne va jamais préserver la confiance du patient. Retenez alors, chers personnels de santé, que l'IA propose, le soignant décide et le patient consent. Alors, un message stratégique pour nos décideurs. L'IA en santé ne se gouverne pas avec des bonnes intentions, mais avec des institutions fortes, des règles rigoureuses et des choix souverains. Si les soignants utilisent l'IA au quotidien, les décideurs doivent construire l'environnement qui déterminera si l'IA protège les patients ou si l'IA doit les exposer. Et les 5 leviers de gouvernance sont, c'est d'abord dans un premier temps, il faudra légiférer. Sans cadre juridique clair, il n'y a ni confiance, ni protection, ni responsabilité. Il faut forcément en fait qu'il y ait des lois robustes sur la protection des données de la santé, la confidentialité, la responsabilité clinique et institutionnelle et surtout l'encadrement de l'usage de l'IA. Une IA sans règles peut devenir un risque systémique. Le deuxième levier, c'est de certifier tous les outils performants qui nous viennent d'ailleurs. Ces outils-là ne sont pas nécessairement adaptés ici. Il faut nécessairement que nos dirigeants le comprennent. Avant le déploiement de n'importe quel outil IA, il faut nécessairement le tester, le valider, le certifier sur des réalités africaines. Ça veut dire sur la population, sur les langues, sur l'infrastructure et surtout en fait les profils épidémiologiques. On ne déploie pas une IA en santé sur la base d'une promesse de marketing. Le troisième levier, il faudra nécessairement qu'il y ait de la formation. L'IA ne doit pas rester l'affaire des ingénieurs informaticiens. Il faut former les personnels de santé, il faut former les régulateurs, il faut former les universitaires, il faut former les décideurs publics.
une technologie incomprise devient une technologie subie. Le quatrième levier, alors, cher personnel de santé, c'est l'hébergement. Les données de santé sont un actif stratégique, c'est de la valeur, c'est de l'économie. Il faudra vraiment investir dans des clouds souverains régionaux, des infrastructures sécurisées, des entrepôts de données africains, car celui qui héberge les données influence l'innovation de demain. Le cinquième levier, il faut nécessairement qu'on arrive quand même à pouvoir en fait faire des déclarations pour rayonner ce qu'on appelle en fait les acquis de l'Afrique. L'Afrique ne doit pas seulement consommer des standards internationaux, elle doit contribuer à les écrire, okay, à les co-construire pour une contribution mondiale. Cela va impliquer de porter alors, okay, dans les forums mondiaux, les priorités sanitaires de l'Afrique, ses réalités linguistiques et ses exigences éthiques. Si vraiment vous n'êtes pas à la table des standards, okay, vous êtes probablement dans le menu des décisions. Et le message ici qu'on devrait faire passer, c'est que l'IA n'est pas seulement une question de technologie, c'est une question de souveraineté, de justice sanitaire et de leadership. Sans gouvernance forte, l'innovation va creuser les inégalités en Afrique. Et avec une gouvernance visionnaire à travers l'OMS, à travers nos institutions, l'innovation va corriger les inégalités en Afrique. Et là, on va essayer de donner ici un cas de terrain pour mettre en situation tout ce qu'on vient de dire. Donc, prenons un peu le profil de santé qui fait face à une question de l'éthique. Donc, que faire en fait quand la machine va parler, mais que le contexte humain impose la prudence? Ici, on vous présente ici un scénario qui est volontaire, en fait, volontairement réaliste. Hein. Donc, c'est une application, okay, qui annonce à peu près 87% de probabilité de cancer de la peau, mais plusieurs signaux d'alerte existent immédiatement. Donc, ça veut dire que l'outil en fait qui est utilisé, l'outil IA qui est utilisé, a été entraîné principalement sur des peaux claires. Ça veut dire que sur des personnes, okay, qui vivent en fait en Occident, okay, en Europe, par exemple. Là, la patiente en fait nous on doit utiliser l'IA, c'est une patiente qui est âgée, africaine, qui est âgée et peu alphabétisée, donc potentiellement plus vulnérable en fait dans la compréhension de l'information qu'on va lui fournir. Et le contexte ici de ce cas de terrain, c'est qu'en fait un centre, ça se passe au niveau d'un centre de santé qui se trouve en fait dans une zone rurale, avec des ressources diagnostiques très limitées. Maintenant, ici, ce que je voulais faire comprendre, c'est que le piège serait de croire que 80% va égaler ce qu'on appelle la vérité clinique de ce TIA-là, qui va utiliser uniquement ce qu'on appelle les données d'une patiente africaine qui se trouve dans une zone rurale et qui est âgée et qui peut alphabétiser. Donc ici, la solution, c'est quoi? C'est que l'IA ici, cela ne signifie seulement une probabilité calculée, mais ça devrait être en fait ce qu'on appelle un modèle avec ses limites et ses biais. Donc le bon raisonnement qu'on devrait avoir ici sur cet exemple, c'est de pouvoir questionner d'abord dans un premier temps l'outil, avant de questionner la patiente. Quand vous utilisez l'outil IA, la première chose d'abord à faire d'abord, c'est de questionner d'abord l'outil. C'est de pouvoir en fait vérifier est-ce que l'outil vraiment s'adapte par rapport à votre service. Est-ce que l'outil est fiable pour ce profil? Il ne faut jamais confondre en fait aide de la décision et décision clinique. Ça, c'est deux choses en fait qu'il faut généralement, qu'il faudra nécessairement dissocier. Il faut aussi certainement confirmer médicalement avant toute annonce de ce qu'on appelle de la recommandation de l'IA. Il faudra aussi certainement informer avec dignité, dans une langue comprise, sans créer en fait une angoisse injustifiée. Il faudra aussi respecter ce qu'on appelle le consentement, notamment avant tout partage d'images ou télé-expertise. Donc, à travers ce constat-là, le vrai danger n'est pas qu'une IA se trompe, mais le vrai danger, c'est qu'un humain cesse de questionner la machine. Quand vous utilisez l'IA, cher personnel de santé, avant toute décision, il faut nécessairement d'abord, ou bien avant tout usage, ou bien avant toute utilisation en fait de modèle IA ou bien d'un outil IA, il faudra d'abord forcément diagnostiquer. En santé, une probabilité n'est pas un verdict. L'IA calcule, le soignant juge, le patient mérite vérité, prudence et respect. Donc, une vision continentale, donc pour pouvoir en fait essayer directement de pouvoir se projeter dans l'avenir d'ici 2030, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On est en session depuis 2 sessions, 3 sessions, donc ça veut dire que l'IA est pratiquée, l'OMS est dans l'IA, mais qu'est-ce qu'on devrait faire aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui? Donc je pense qu'il faudra nécessairement qu'on essaie de se projeter
c'est de faire de l'Afrique d'ici 2030, non pas un simple utilisateur de l'intelligence artificielle en santé, mais un concepteur, un régulateur et un leader mondial en fait, de solutions adaptées à sa réalité. Donc, c'est un changement de posture qu'on doit nécessairement en fait, promulguer. C'est passer d'un continent consommateur de technologies importées à un continent producteur de solutions de santé souveraine. Et la trajectoire que je propose, c'est d'abord, dès 2026, maintenant, c'est de commencer à créer la confiance. La première étape, c'est de bâtir la crédibilité avec des établissements africains certifiés en IA éthique, qui signifie que l'innovation entre dans le système de santé avec des garde-fous, de la sécurité et de la confiance. Sans confiance chez le personnel de santé, il n'y a pas d'adoption durable. Et en 2027, il faudra nécessairement qu'on essaye quand même de faire parler nos langues et que comprendre nos réalités à travers l'IA. Donc, l'IA utile doit comprendre les contextes africains. L'IA utile doit comprendre à peu près ce qu'on appelle le parcours du soin, doit comprendre les pratiques locales et les langues africaines. Car une technologie, en fait, qui ne comprend pas le patient ne peut pas correctement le servir. En 2028, nous devons alors construire notre capital stratégique. C'est ce qu'on va appeler la donnée. Essayons de mutualiser l'ensemble des synergies, mutualiser l'ensemble des données de santé africaines en les anonymisant à travers l'ensemble des diagnostics qu'on aura à faire, de les transformer en des données anonymisées, éthiquement gouvernées et représentatives. Car sans données africaines, les modèles resteront biaisés, les diagnostics resteront approximatifs et l'innovation restera dépendante de l'extérieur. La donnée est alors le carburant de l'IA. La souveraineté sur la donnée est un enjeu de souveraineté sanitaire. En 2029, il faudra forcément qu'on puisse former les femmes et les hommes qui vont porter cette transformation et qu'on les forme massivement en agents de santé, en cliniciens, en chercheurs, en ingénieurs, en décideurs et autres. Parce qu'une IA performante sans compétences humaines solides reste simplement un risque non calculé. En 2030, alors, nous devons commencer maintenant à produire, à innover et à rayonner. L'objectif final est clair, une Afrique capable de concevoir ses propres modèles, de répondre à ses propres priorités sanitaires, d'exporter son expertise au monde et ne plus subir l'innovation mondiale, mais y contribuer. Et le message clé alors, c'est que l'Afrique ne doit pas être le terrain d'essai des intelligences artificielles conçues d'ailleurs. L'Afrique doit devenir le laboratoire de ses propres solutions. 2030, alors, n'est pas une date, chers collègues, chers régulateurs, chers décideurs de l'OMS. C'est un choix stratégique. L'IA en santé ne doit pas simplement arriver en Afrique. L'IA doit émerger d'Afrique. Et pour finir, je fais un appel à l'engagement, chers Africains, chers frères, chers sœurs, chers personnels de santé. Après les concepts, après les principes, après les risques, la théorie, cette diapositive en fait, va nous ramener simplement à une seule chose, à chacun sa responsabilité. Que faisons-nous concrètement dès demain? À partir de cette présentation, dès que ça va se terminer dans 2 minutes, dans 3 minutes, chacun doit pouvoir en fait engager sa responsabilité de se poser la question, qu'est-ce qu'il doit faire concrètement dès demain? Et le message est alors central. L'IA peut assister le soin de santé, mais l'IA ne remplace jamais l'intelligence humaine, le jugement clinique et la responsabilité morale du soignant. Donc, soyons dès aujourd'hui de pouvoir en fait animer ou bien de pouvoir animer 3 réflexes d'action immédiate à faire à partir d'aujourd'hui ou bien dès demain. Il faut que le personnel de patient puisse dire, j'observe, commencez par voir la réalité telle qu'elle est, quels outils d'IA sont déjà présents dans mon service, dans mon hôpital, dans mon ministère, dans ma juridiction, dans ma maison. Chacun doit pouvoir en fait commencer à diagnostiquer d'abord cet état de l'IA. Car parfois, l'IA est déjà là, sans gouvernance, sans formation, sans questionnement. Ce qu'on n'identifie pas, on ne peut ni le contrôler, ni le protéger. Deuxième élément, en fait, qu'on doit nécessairement faire s'atteler d'aujourd'hui, c'est que je questionne. Une IA ne se consomme pas aveuglement, une IA se challenge. Les vraies questions, en fait, que chacun devrait se poser, c'est de dire, quand vous voyez un outil IA, il faut se poser la question, qui a validé cet outil? Sur quelle population a-t-il été entraîné? Est-il fiable pour nos patients? Où vont les données collectées à partir de cet outil IA
qui est le responsable en cas d'erreur? L'IA ne sera jamais erreur, la technologie ne sera jamais responsable des erreurs. Une technologie non interrogée devient alors ce qu'on appelle une autorité en silence. Troisième élément, à partir d'aujourd'hui, il faudra nécessairement quand même qu'on puisse être généreux. L'Afrique, comme on le dit, c'est la charme et c'est la générosité. Il faudra nécessairement qu'on puisse dire je partage. L'éthique n'est pas individuelle, l'éthique est collective. Comprenez-les bien, en fait, chers personnels soignants. Signalez les doutes, ce que vous avez au niveau de vos cliniques. Partagez les incidents que vous constatez. Diffusez les bonnes pratiques que vous avez déjà réussies. Essayons d'apprendre ensemble. Car une innovation responsable se construit par la collaboration, pas par l'isolement. Former un individu aide à construire une culture et ça va protéger tout le système. Le message alors, l'IA peut aider aider à mieux diagnostiquer, mais l'IA ne sait ni rassurer un patient, ni porter une responsabilité, ni incarner, chers collègues patients, la confiance. Retenez bien, l'algorithme calcule ou bien le programme IA calcule ou l'outil IA calcule, le professionnel décide et l'humain guérit. Observer, questionner, partager, ce ne sont pas seulement en fait trois actions, ce sont les premiers gestes d'une souveraineté éthique africaine en santé. Merci de votre aimable attention. Place au débat, vos questions, vos doutes et vos expériences. Mais retenez bien qu'en fait, que l'IA propose, le soignant décide, le patient consent. Comprendre l'IA en santé, c'est aussi savoir quand la questionner. Merci de votre attention. Je vous rends la parole, M. Conan. Merci, professeur Gomme. Je vois que vous avez commencé à mettre les cœurs. Merci et continuez à mettre les cœurs. Merci, merci, merci pour tout. Merci pour cette présentation. Je ne sais pas si vous pouvez arrêter le partage de votre écran. Voilà, pour qu'on puisse se voir. Voilà, continuez à mettre les cœurs pour professeur Gomme. Voilà. Et je pense qu'il nous a tous édifiés, hein. On va essayer je vais essayer tant bien que mal d'essayer de résumer ce qu'il vient de nous dire. Donc, le message simple de professeur Ngom. Donc, il a eu un premier message qui dit que l'intelligence artificielle est déjà dans nos services. Elle lit nos images, oriente le triage, soutient la téléconsultation. Et même quand nous ne le voyons pas, elle aide déjà à accéder et apprendre à la comprendre. Aujourd'hui, c'est apprendre à mieux soigner. Je reprends. Je reprends. Apprendre à la comprendre aujourd'hui, c'est apprendre à mieux soigner. C'est-à-dire que l'IA est déjà dans nos quotidiens. Le professeur Gomme a rappelé les 6 règles de l'OMS. Pour bien utiliser l'IA en santé, d'abord, il faut le respect du patient, lui faire du bien, être transparent, rester responsable, être juste avec tous, ça c'est normal, et construire des outils qui durent. Il nous a aussi alerté sur 2 pièges. D'abord, l'IA peut se tromper sur nos patients. Un outil de dépistage du cancer de la peau, comme il a dit, qui marche très bien sur des peaux claires, donc des peaux à l'OPN, ne reconnaît qu'un cas sur 3 sur les peaux noires. Donc, seulement un tiers des patients auront un diagnostic juste. Ensuite, nos données de santé partent à l'étranger. 85% d'entre elles sont stockées hors de l'Afrique. Donc, pour lui, que faire concrètement? Pour nos soignants, 4 réflexes simples. Garder le secret, soigner chacun équitablement, rester responsable et respecter le patient. Et pour nos décideurs, faire des lois, vérifier les outils, former, héberger nos données chez nous et faire entendre la voix de l'Afrique. Et cette phrase que je pense que nous devons tous garder en tête, l'IA propose, le soignant décide et le patient conscient. Je vous remercie et continuez à mettre le cœur pour Sungom. Je pense qu'avant de lui donner la parole pour répondre
à nos questions. Il est bien qu'il nous donne une réponse aux questions qu'il nous a posées. Donc, je vais afficher encore le questionnaire que nous avons posé dès le début. Je sais pas, j'espère que vous voyez le questionnaire et vos réponses. Donc, professeur Ngom, vous avez la parole pour nous expliquer ou nous donner la bonne réponse à votre questionnaire que vous avez adressé à nos participants dès le début. Merci, merci, M. Conan, pour votre synthèse déjà fidèle par rapport à la présentation. Donc, merci, ça signifie que, voilà, que l'information quand même est bien passée. Pour les questions, déjà, dans un premier temps, c'était juste de pouvoir en fait se situer un peu. Donc, la première question qui consistait à dire, selon la présentation, quel est le principe fondamental concernant la place de l'IA en santé. Les réponses qui ont été proposées, c'est l'IA remplace progressivement le médecin dans les diagnostics. Donc ça, forcément, c'est une mauvaise réponse parce que l'IA ne peut pas remplacer l'humain. Le médecin, déjà, il est l'humain, on l'a déjà dit dans la présentation. L'IA assiste la décision clinique. Donc l'IA, c'est un assistant, mais ne remplace jamais le jugement humain. Forcément, le B, c'est la bonne réponse parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, l'IA, c'est juste va apprendre à partir des exemples. Donc, quand on parle de données, c'est sur du point de vue informatique, mais dites-vous que l'ensemble de ces données-là, c'est des exemples déjà, en fait, qui ont été déjà validés par l'humain, et ces données-là ont été transcrites ou bien, en fait, converties en données numériques. Et ces données numériques, maintenant, on a créé des modèles, et ces modèles-là ont permis certainement de pouvoir faire de l'apprentissage pour pouvoir faire une corrélation et donner une probabilité. Donc, certainement, l'IA, c'est juste assiste la décision clinique, et ça doit être comme ça, mais la décision doit rester, ou bien le jugement doit rester toujours humain. Donc, la bonne question, c'est vraiment la question B. Donc, la question C, l'IA prend des décisions plus objectives que les humains? Non, ce n'est pas une bonne réponse. L'IA devient responsable juridiquement en cas d'erreur. La technologie, comme vous le dites, vous portez plainte, l'IA qui va répondre à la place de l'IA? Personne. Donc, la bonne réponse ici, c'est B. Donc, il faudra comprendre que l'IA, c'est juste un outil d'aide à la décision, pas un substitut aux soignants. Et le message central, c'est que, comme l'a dit tout à l'heure M. Conan, l'IA propose, le soignant décide et le patient consent. Même si l'IA peut analyser, recommander ou alerter, la responsabilité clinique, morale et humaine reste celle du personnel de santé. On peut aller à la deuxième question. Est-ce qu'il y a il y a un rebond par rapport à ça? Quelqu'un qui a une ambiguïté? Sinon, on passe à la deuxième question. C'est clair? Donc, pour la deuxième question, comment vous pouvez projeter la deuxième question? Conan, ton micro est fermé. Désolé. Je disais, professeur Ngom, chez vous, vous pouvez défiler. Ah, d'accord, je peux défiler ici. Oui, Ok, vous pouvez c'est bon. défiler chez vous. Voilà. Donc, on invite aussi les participants à défiler pour voir les différentes réponses. Voilà. Donc, deuxième question. Donc, c'est avant d'utiliser en fait un outil d'IA en santé, quelle question éthique est prioritaire? Est-ce l'outil le moins cher? Est-ce qu'il est populaire dans d'autres pays? Qu'il a validé sur quelles données et où vont les données patients? Est-ce qu'il fonctionne rapidement? Donc, ici, la bonne question, évidemment, la bonne réponse, c'est la réponse C. La recommandation en fait sur l'éthique qu'on vient de voir tout à l'heure explique en fait une posture critique. Donc, il y a vraiment une pensée critique sur les outils IA avant de pouvoir les utiliser. Il faut nécessairement d'abord les questionner, il faut nécessairement d'abord les tester, il faut nécessairement en fait les utiliser sur vos données, de données locales pour savoir à peu près est-ce que réellement que l'outil s'adapte. Donc, les questions essentielles en fait qu'on devrait poser, c'est quoi? C'est d'abord la question qui a validé cet outil, sur quelle population a-t-elle été entraînée? C'est souvent les questions que vous devez vous poser. Est-il adapté à nos patients? Où sont stockées les données? Donc, ça, c'est vraiment les 4 questions essentielles qu'on devra poser pour tout outil IA pour un personnel de santé. Donc, la bonne réponse ici, c'est la réponse C. Mais l'enjeu n'est pas seulement technique, mais aussi éthique, donc réglementaire et de souveraineté. Donc, pour la question 3, s'il n'y a pas de demande d'explication ou de rebond, donc la question 3 consiste à dire que dans le cas du centre de santé rural au Sénégal ou bien au Bénin, quelle est la bonne conduite face à une IA
annonçant 87% de probabilité de cancer. C'est ce qu'on a dit, essayé d'expliquer un peu tout à l'heure à travers les slides. Informer immédiatement la patiente qu'elle a un cancer. Suivre automatiquement la recommandation de l'application. Confirmer par examen clinique, expliquer les limites de l'outil et obtenir le consentement. Ou bien ignorer totalement l'IA. Ici, la bonne réponse, c'est forcément la réponse C. Donc ici, le cas pratique montre simplement une situation typique où l'éthique clinique doit primer. Donc ici, les bons réflexes que le soignant ou bien le personnel de santé devrait avoir, c'est de vérifier si l'outil est validé pour des peaux noires, d'après le cas. Est-ce que ça doit confirmer, il faudra nécessairement confirmer d'abord médicalement ce qu'on appelle la proposition ou bien la recommandation de l'IA. On avait dit dans l'explication que l'IA, en fait, donne toujours une probabilité. L'IA ne donne jamais une vérité. Donc, comme c'est une probabilité, ce n'est pas de l'optimisme, ce n'est pas du pessimisme. Donc, forcément, il faut nécessairement quand même arriver à confirmer médicalement ce qu'on appelle cette recommandation. Il faut arriver aussi à pouvoir expliquer dans une langue compréhensible par le patient pour qu'il puisse quand même lire et essayer directement de vous suivre dans vos recommandations. L'autre élément aussi, il faudra obtenir le consentement avant de pouvoir partager ces informations. Maintenant, si réellement en fait, il n'y a pas de consentement, c'est là où c'est vraiment intéressant, on peut anonymiser ces données-là. Donc, ce qui fait qu'il ne faut jamais placer les données d'un patient à travers une IA. Il faudra toujours passer par cette procédure ou bien ce procédé-là, c'est de pouvoir anonymiser, enlever tout ce qui est information à donner à caractère personnel, et c'est directement de pouvoir en fait à le mettre en patient lambda, en patient X, ou bien c'est directement de pouvoir extrapoler et de placer ces données-là dans l'IA pour pouvoir en fait l'utiliser. Ne jamais poser aussi un diagnostic uniquement via l'IA. Donc ça, il ne faut jamais le faire. Il ne faut jamais poser en fait ce qu'on appelle le diagnostic uniquement l'IA. Donc, quand on dit 80% en fait n'est pas un verdict clinique, c'est juste une probabilité qui est calculée. C'est comme ça qu'il faut comprendre que l'IA il donne. Donc, le danger majeur, une IA mal entraînée sur des données qui ne sont pas nécessairement les données locales peut aggraver les inégalités de santé au lieu en fait de les réduire. Merci, cher Conan. C'est juste ce qu'on avait à retenir. Merci pour ça. Le message pédagogique clé, c'est de comprendre que l'IA en santé ne consiste pas seulement à savoir l'utiliser, mais à savoir quand la questionner. Merci, je vous rends la parole. Merci pour ça. Je pense que oui, c'est bien, on applaudit, mais mettez des cœurs, voilà, beaucoup des cœurs pour professeur Ngom. Il y a beaucoup de questions, mais moi aussi j'ai des questions parce que je suis un patient comme vous et moi. Et j'ai une question pour professeur Ngom. Vous avez dit que le patient doit consentir, mais dans la vraie vie, comment expliquer simplement à un patient, parfois âgé, parfois qui ne sait pas lire, et parfois qui parle Wolof, même Baouli, voilà, même Ashanti. Comment qu'on va utiliser une machine pour l'aider à le soigner? Quels mots employer pour qu'il comprenne et qu'il dise oui en toute confiance? Voilà, parce que vous avez dit, on a besoin qu'il qu'il soit d'accord. Et dans la vraie vie, si je peux m'exprimer ainsi, comment cela pourrait se produire? La plupart du temps, lorsqu'on va chez le médecin, il nous pose des questions, il nous donne voilà, l'ordonnance et on va à la pharmacie ou voilà, on se dirige vers d'autres services. Mais là, avec l'IA, qu'est-ce qui se passe concrètement? Voilà, Monsieur Canal, merci. Je pense que c'est une question assez pertinente. L'idée, c'est de dire que oui, on ne maîtrise pas toutes les langues, on est médecin, on peut travailler partout dans le monde, on peut travailler ailleurs. L'idée, c'est de dire comment vraiment en fait communiquer déjà. Parce que là, on parle certainement de communiquer, pas dialoguer. Et c'est là, vous voyez qu'en fait, que c'est ce qu'on appelle ces faiblesses au niveau en fait, du système sanitaire. C'est là où on doit pouvoir en fait comprendre comment on pourra faire bénéficier l'IA. Donc l'IA, c'est vraiment en fait sur ces axes-là. Ça veut dire que c'est vraiment ces limites ces éléments-là, ce qu'on appelle un peu de l'augmenter. Donc, ce que le médecin, certainement, avait ou bien ce qu'on appelle le personnel soignant, là où ils avaient vraiment des difficultés, et je pense que c'est l'orientation stratégique qu'il faudra pointer du doigt pour savoir à peu près comment on peut utiliser l'outil IA. Donc, du point de vue linguistique, actuellement, comme on le dit, vous pouvez avoir à peu près à travers les talents de l'Afrique qui puissent automatiquement, avec n'importe quelle structure de sanitaire, à travers ce qu'on appelle non seulement pas des chatbots, pas des traducteurs bilingues pour pouvoir en fait permettre ce qu'on appelle de l'interprétation.
Donc, il fait qu'à la limite, à travers votre voix, vous pouvez automatiquement transformer ça en texte. OK, ce texte-là qui est écrit peut-être en français, en anglais, oui, l'outil IA peut le traduire à peu près par rapport à ce qu'on appelle un certain langage. Et c'est là vraiment qu'on devrait quand même pouvoir orienter l'IA pour qu'on puisse quand même être bénéfique à l'Afrique. OK? Parce que d'autant plus que l'ensemble de nos langues ne sont pas, comme on le dit, en fait, ne sont pas didactiques. Il faudra nécessairement, à travers l'OMS, à travers les institutions, qu'on puisse quand même arriver quand même à pouvoir en fait traduire ça numériquement, ces langues-là, et de pouvoir en fait les impacter au niveau de l'IA. Et à partir de ce moment-là, la question, OK, votre question va avoir sens maintenant de pouvoir dire, peu importe le personnel soignant, il certainement pourra pouvoir certainement pouvoir en fait communiquer, ou bien faire comprendre en fait ce qu'on appelle son diagnostic au patient. Au-delà un peu de l'aspect cognitif et l'aspect psychologique, l'IA aussi peut intervenir. À travers un diagnostic, à travers une caméra, on peut bien comprendre à peu près déjà, avant de même questionner en fait ce qu'on appelle le patient, de pouvoir connaître un peu l'état de son stress, l'état de sa, voilà, de sa psychologie, etc. Tous ces éléments-là doivent pouvoir maintenant permettre quand même à un personnel soignant de pouvoir en fait mieux appréhender en fait ce qu'on appelle son patient, avant même d'aller à peu près à ce qu'on appelle son diagnostic clinique par défaut. Et c'est là vraiment cette chaîne-là, comme on appelle une chaîne de valeur, ce segment de valeur-là que l'IA doit pouvoir apporter dans le domaine médical. Merci. Merci, professeur. Je pense que nous allons donner la parole aussi à notre public. Je vois la main de Donatien Dada. C'est ça, hein, j'ai pas écorché le nom. Donatien Dada, ouvrez votre micro, vous avez la parole pour vous présenter et poser votre question à professeur Ngom. Donatien Dada. Donatien Dada, ouvrez votre micro. Ou j'ai Amadji. Allô? Voilà, Donatien Dada, allez-y. Ok. Bonjour, professeur. Et On bonjour. m'appelle Dr Donatien Dada. Je suis au Bénin, médecin du travail épidémiologiste, PhD santé publique, option sécurité routière. Je voudrais particulièrement remercier le professeur Ngom pour la qualité de la présentation et également tout le staff. Mais ce que je voudrais compléter, c'est que déjà, je peux dire que nos patients ont accès à l'IA. Et il l'utilise déjà pour checker un peu avant même de venir en consultation. Pas plus tard que la semaine passée, moi, je discutais avec une patiente qui a un problème et qui disait, mais vous savez, docteur, euh, quand j'avais vérifié sur l'IA, c'est exactement ce que vous venez de dire que l'IA m'a proposé et même m'a demandé de prendre un traitement, mais a été prudent, a demandé que je consulte d'abord le médecin parce qu'il a été hésitant. Donc, c'est pour dire que nous avons déjà nos patients qui sont vraiment informés et donc il est important que le professionnel de santé ait aussi une longueur d'avance pour ne pas se sentir dépassé devant les patients. Et quand vous prenez un peu nos machines, effectivement, les technologies IA sont déjà intégrées. Un tensiomètre électronique qui prend la tension et qui dit au patient que sa tension est élevée d'aller voir un médecin, c'est déjà de l'IA. Et pour revenir à l'éthique, je pense que ce que je vais peut-être compléter, ça a été dit, mais c'est que nous ne devons pas tout soumettre à l'IA. Parce que nous voyons des collègues qui prennent tout le dossier ou qui prennent des photos avec les noms intégrés, tout ça, et qui soumettent à l'IA. Et donc, même en prenant les photos grâce à l'IA, nous pouvons générer des fichiers Word et désanonymer avant de soumettre à l'IA. Et je pense que moi, je suis en train de faire un petit travail et d'ici la semaine prochaine, nous avons planifié chaque dimanche faire un webinaire d'une heure de temps pour former les professionnels de santé à l'utilisation de l'IA et même aller au-delà pour leur permettre, par exemple, de produire des messages de sensibilisation, ainsi de suite. Et ce sera un programme qui va prendre pratiquement 6 mois. Mais cette formation vient vraiment à point nommé et me permet aussi de renforcer mes compétences parce que chaque fois que j'apprends qu'il y a une formation payante, je paye pour pouvoir suivre. Mais pour venir à la validation de l'IA, je voudrais demander au professeur, puisque c'est une boîte noire, comment on peut avoir accès aux données utilisées pour entraîner l'IA? Parce que là, ils ne nous donneront pas toutes les informations. Donc, valider, ce serait pour moi une tâche qui ne sera pas facile. Et merci pour la feuille de route également.
Et je pense que par rapport à cette feuille de route, il va falloir s'adresser aussi aux centres de formation, les écoles d'informatique et autres. Il faut qu'on leur montre que c'est important de former les enfants à l'utilisation de l'IA et développer aussi une approche multisectorielle, mettre ensemble les informaticiens, les agents de santé, tout le monde, pour pouvoir mettre quand même en place un dispositif qui permet à l'Afrique aussi de pouvoir exporter ces technologies. Monsieur Je voudrais m'en Donatien, on va arrêter devoir là. résumer. Merci. Ouais, voilà. OK. Merci beaucoup. Je pense qu'on va prendre Monsieur Fahad Amadji en même temps, comme ça, professeur Ngom pourra l'opportunité de répondre aux différentes questions. Monsieur Amadji, vous avez l'opportunité d'ouvrir votre micro. Monsieur Amadji, vous êtes avec nous? Ok, c'est bon déjà, j'ai déjà eu ma réponse, merci. Ah, merci, bravo. OK, nous allons prendre, je pense que c'était tout pour les mains levées. Professeur, est-ce que vous pouvez donner des éléments de réponse? Oui, oui, merci déjà pour cette intervention-là, mais ce qu'il faut comprendre déjà dans un premier temps, ok, c'est que l'IA ne va jamais remplacer l'humain, mais comprenez que l'IA va remplacer le personnel soignant, le médecin qui ne veut pas évoluer. Ça, il faut bien le retenir. Celui qui ne voudra pas évoluer va être remplacé par l'IA. C'est comme vous venez de dire tout à l'heure, oui. Mais quand vous allez diagnostiquer actuellement, en tout cas moi personnellement, quand je dois juste en fait aller automatiquement me faire diagnostiquer par un médecin, donc, ou bien qu'il me procure un médicament, la première chose que je fais à peu près en tant qu'expert IA, j'essaie directement d'abord de me renseigner en fait sur le cas clinique qu'il m'a donné. Donc ça veut dire que je suis déjà peut-être même mieux informé sur les cas, mais bien que ces données-là ne sont pas des données de l'Afrique, mais au moins ça me donne à peu près une idée qui fait qu'à la limite, selon, comme on le dit, votre prescription, selon votre manière, votre style de communication avec le patient, votre manière de pouvoir l'accueillir. Je ne parle même pas du service en tant que tel. L'approche que vous allez juste pouvoir communiquer avec votre patient, la manière dont vous devez l'amener, etc. La manière dont vous devez le convaincre, etc. Parce que vous devez gagner d'abord sa confiance avant tout. Et ça n'a rien à voir avec les services cliniques, vous devez le faire. Et si quelqu'un est déjà mieux informé que vous sur certaines choses, vous voyez qu'en fait, que la manière dont vous faites à peu près, il vous pose des questions et vous doutez, vous voyez qu'en fait, automatiquement, la confiance risque de disparaître. Donc, pour vous dire un peu que l'IA, ce n'est pas nécessairement dire oui, je vais aller diagnostiquer, etc. Ça permet directement de pouvoir, en fait, pouvoir anticiper et de comprendre que le monde actuellement, c'est un monde qui est ouvert. Okay? Chacun a la possibilité, okay, d'être au diapason de ce qui se passe, etc. Mais quand vous êtes médecin, vous devez nécessairement dominer votre domaine et de pouvoir aller au-delà. Parce que normalement, la personne soignante, en fait, le patient qui vient, vous ne savez même pas en fait qu'il est mieux informé que vous. Donc, imaginez un patient qui est mieux informé qu'en fait que le personnel soignant. Là, si vous ne faites pas attention en termes du point de vue communication, non seulement en fait que de métier, vous risquez de perdre en fait la confiance. Donc ça, c'était le premier élément. Deuxième élément, comme je disais tout à l'heure, les données des patients, comme on le dit, c'est des données, comme on dit, c'est des données confidentielles. Quand vous le mettez, vous devez anonymiser. Anonymiser, c'est quoi? C'est de pouvoir enlever tout ce qui est trace, okay, de données personnelles. Tout ce qui est données de traces, etc., vous devez le faire. Et comme on le dit, au-delà de ça, vous êtes des médecins maintenant. Nous sommes des informaticiens. Voilà, vous avez à peu près l'autre élément. Donc, il y a toujours à peu près ce qu'on appelle une manière de pouvoir en fait convertir ces données-là pour que ça puisse rester des données. On n'a pas parlé de l'information. Donc, il y a trois choses que vous devez différencier. Il y a ce qu'on appelle de l'acquisition, par exemple. Quand vous prenez, je ne sais pas, votre thermomètre, et automatiquement, vous récupérez à peu près ce qu'on appelle quelques éléments. Donc, ça, c'est de l'acquisition. Donc, ces données-là, ça veut dire que c'est des données brutes. Ces données-là, l'informatique ne les comprend pas. La première chose déjà, on va passer à peu près à ce qu'on appelle, okay, à ce qu'on appelle de la connaissance. Ces données brutes-là, on doit les transformer en données informatiques. Ces données informatiques, c'est de la connaissance. Donc, cette connaissance-là, maintenant, c'est là où l'IA va venir dans cette connaissance-là pour aller vers ce qu'on appelle de l'information. Maintenant, à partir de cette information-là, il y a des algos qu'on va entraîner maintenant pour pouvoir prédire ce qu'on appelle des décisions. Donc, il y a vraiment ces trois phases-là qui fait qu'à la limite, vous êtes certainement au niveau de la phase de la connaissance de la connaissance de l'information, de créer ce qu'on appelle de base de connaissance, mais la base de connaissance ne permet pas de donner l'information. Donc, dans la donnée, il y a ce qu'on appelle l'information. Maintenant, nous, quand vous allez utiliser l'IA, nous les experts, on pourra maintenant vous dire, dans la donnée que vous allez mettre du point de vue numérique, quelle est l'information que vous devez nécessairement ressortir pour que la donnée ne puisse pas être comme ce qu'on appelle des données non confidentielles. Et vraiment, c'est toute cette connaissance-là qu'on doit pouvoir en fait partager en synergie entre ce qu'on appelle les informaticiens, entre les personnels de santé, pour qu'on puisse quand même faire nos données à l'africaine et que ces données-là africaines-là puissent être quand même de l'économie, qui puissent être de la valeur en fait pour les autres. Merci, merci, professeur Gorm. On a pris des
questions au niveau de notre public dans le Q&A. Je vais vous les poser rapidement. Nous avons euh, trois questions. D'abord, professeur Ngom, comment utiliser l'IA dans nos laboratoires d'analyse biomédicale pour obtenir des résultats vraiment fiables? Et au-delà du diagnostic clinique, quelle est la place de l'IA dans le diagnostic biologique? Ça, c'est la première question. La deuxième question, comment, en tant que soignant, savoir qu'un outil d'IA a bien été validé? Ça, on revient sur cette question. Et en santé animale, le propriétaire de l'animal doit-il lui aussi donner son consentement pour l'usage de l'IA? Et comment cette éthique s'inscrit-elle dans une approche One Health en santé humaine, santé Reprenez la animale dernière ou question. environnementale? Reprenez la dernière question. Oui? Reprenez la La dernière dernière question. question? Oui. En santé animale, le propriétaire de l'animal doit-il lui aussi donner son consentement pour l'utilisation de l'IA chez les vétérinaires? Et comment cette éthique s'inscrit-elle dans une approche One Health où santé humaine, santé animale et environnement sont, où les trois environnements, santé humaine, santé animale et l'environnement sont liés pour la prise de décision au niveau du One Health? Voilà. Merci. Je vais commencer par cette dernière question. Oui, l'animal, comme vous dites, il ne faut pas le voir en tant que l'animal, en tant qu'être, etc. Mais nous, quand on parle de l'IA, il faudra avoir à peu près ce qu'on appelle une fiche patient. Donc, ça veut dire que le patient en tant que tel qui est humain, ok, qui est animal et tout ça, pour pouvoir en fait l'enregistrer, vous êtes obligé automatiquement de créer une fiche. Donc, même au niveau de vos hôpitaux, voilà, même le chien qui vient, à peu près, vous êtes obligé automatiquement de pouvoir mettre des attributs et valeurs, de le classer, de pouvoir en fait l'identifier à d'autres. Donc, c'est cet élément-là qu'on va appeler, c'est ça que j'appelle en fait les données brutes. Et ces données-là, il faut nécessairement qu'on essaie de les mettre sous forme de base de connaissances. Maintenant, la difficulté, c'est quoi? C'est que l'IA ne peut pas être performant avec ce qu'on appelle une petite taille de données. Il faut avoir à peu près ce qu'on appelle des grandes quantités de données pour qu'on puisse faire de l'apprentissage fidèle. Donc, ça va donner un peu de la validation. Donc, quand on vous demande de valider en fait un outil IA, ça veut dire quand vous avez à peu près un modèle IA qui a été fait ailleurs, quand vous ramenez, il faudra nécessairement en trouver au moins, comme on le dit, c'est ça que je parlais un peu de partage, de pouvoir utiliser les données, de pouvoir en fait maximiser l'ensemble des données du point de vue géographique, et à part de ces données-là maintenant, de pouvoir les fournir au niveau des informaticiens, parce qu'il y a des étapes quand même. Il faudra faire du filtrage, il faut faire du nettoyage, etc., jusqu'à avoir à peu près ce qu'on appelle des données IA. Et ces données IA maintenant, une fois que vous les fournissez à l'IA, maintenant, selon les résultats, vous pouvez faire de la comparaison pour savoir à peu près est-ce que la prédiction est recommandée, est bonne, c'est pas performant, etc. Ça, c'est vraiment du point de vue scientifique. Mais le médecin en tant que tel, ok, ou bien le personnel soignant, quand on dit de valider, il ne peut pas le valider tout de suite. C'est de pouvoir, en fait, essayer automatiquement de pouvoir avoir un œil d'expert, ou bien ce qu'on appelle un jugement d'expert, ok, sur l'outil avant de pouvoir l'utiliser. Donc, pour vous, ce qu'on va vous demander de valider, ce n'est pas nécessairement de pouvoir le tester automatiquement, etc., parce que vous n'avez pas les aptitudes, vous n'avez pas nécessairement le background, mais c'est d'abord de pouvoir avoir à peu près ce qu'on appelle un jugement d'expert. Donc, un jugement d'expert, ça peut être quelqu'un qui est en entreprise, qui a les spécialités, soit vous le donnez à peu près la consultation, etc. Mais l'essentiel de l'outil ne doit pas être utilisé dans une clinique sans pour autant à peu près qu'on a à peu près ce qu'on appelle l'accréditation de jugement d'expert pour pouvoir savoir que ces données-là s'adaptent réellement en fait dans le cadre, dans le cadre local. Voilà. Globalement, c'est juste ce que je voulais ramasser. Ça ramasse un peu à la fois l'ensemble des questions qui ont été posées. OK, merci professeur. Alphonse s'est déplacé un peu parce que là où il doit changer de place. Collègues, nous avons déjà... ex- euh, nous- Je vais prendre juste un élément ici pour vous expliquer un peu en carré. Je vais prendre juste le bactérie. Je vais prendre une photo pour que les gens puissent comprendre un peu ce que ça fait. Donc, je le prends là. Hein, donc, pour vous oui, dire un peu ce que ça doit faire. Je prends la photo. Je vais juste en fait le partager. Je vais le partager avec Conan pour l'utiliser directement. Conan. levez la main ceux qui veulent poser une question, deux questions après. Après, on va arrêter. Voilà, je récupère ça. Je vais aller directement sur mon IA.
cherche l'OMS, mon truc, voilà, donc je colle ici. Voilà, je vous dis juste en fait, voilà, interpréter ou décrire. Contextualiser. Par exemple, au Sénégal. Vous savez comment on fait un prompt, hein? Donc on essaie directement de pouvoir. Partagez votre écran. Ah, ok, excusez-moi, je n'ai pas partagé là. Oui, c'est bon. Voilà, c'est là où je l'ai récupéré, après je l'ai mis ici. Donc voilà, à peu près, il me donne des informations, voilà, par défaut, etc. Il me dit les soldes liés à Covid, etc. Donc vous avez ces éléments-là, mais tout ça, il vous propose. Maintenant, je peux dire à peu près, donnez-moi juste indiquer les contre-indications. Ça, c'est juste en fait des outils d'aide à la décision. Par exemple, quand vous donnez un cas clinique, quand vous terminez, voilà, sans pour autant anonymiser, vous pouvez juste en fait interroger avec l'IA pour pouvoir confronter votre analyse, okay, votre cas clinique et par rapport à ce que l'IA vous donne. Peut-être certainement vous allez avoir, parce que vous êtes des experts, vous allez avoir à peu près une information. Donc il y a pas mal d'usage à l'IA. L'IA, ce n'est pas un outil qui vous donne, mais c'est à vous de le questionner. Donc l'IA, c'est juste quelqu'un qui est là, okay, comme on le dit, c'est un vis-à-vis, comme on n'appelle pas un vis-à-vis, quoi. C'est juste un collègue virtuel qui est là, c'est un assistant, vous lui posez des questions, vous avez un problème de diagnostic, voilà quelque chose, ou bien vous doutez quelque part, vous lui posez, à peu près, il vous donne des éléments. Maintenant, les éléments qu'il vous donne, comme on le dit, pour l'instant, les données ne sont pas des données locales, mais vous pouvez appréhender, vous pouvez faire de la lecture. Donc là, je dis en fait contre-indication selon les zones du corps, il me dit les yeux, risque de brûlure, etc., les muqueuses, etc. J'essaie de chercher des informations. J'ai cherché un peu de mes médicaments, en fait, voilà, j'avais juste, voilà, une ordonnance, je ne l'ai pas reçue, mais normalement, souvent, ce que je fais, quand j'ai quelque chose d'abord, j'essaie d'abord de faire la lecture pour comprendre un peu de quoi il s'agit pour moi-même, qui fait qu'à la limite, voilà, quand je suis devant le médecin, il y a certaines choses déjà que je puisse avoir au moins une idée. Et voyez qu'en fait, imaginez déjà que le patient déjà est bien informé au-delà même en fait de ce que le médecin en fait ne suspecte pas. Voilà. Donc ça, c'est vraiment Oui. des cas d'usage, hein. Donc c'est juste des photos, etc. par défaut qu'on donne. Il vous donne autant d'expérience. Et là, si je veux, je peux dire par exemple résumé. Un usage. Par exemple, en zone rurale. Je mets en 3 lignes, par exemple. Il me dit conseil simple pour un parent en zone, etc. Donc là, vous voyez que vous pouvez l'envoyer par SMS avec quelqu'un qui vous demande, etc. Certainement, vous n'avez du temps. Donc ça permet directement de pouvoir accélérer. C'est un outil d'accélérateur, c'est un outil de simplification, etc. Il me dit utiliser le spray uniquement sur des mains propres et frotter jusqu'à séchage complet et garder le flacon loin des enfants, du feu, etc. Maintenant, imaginez ça, avec l'IA, on peut le transformer et on met ça sous forme d'audio, en Swahili, en Wolof, en Bambara, etc. Donc, c'est vraiment ça l'usage vraiment en fait, que devrait être utilisé, okay, pour qu'on puisse impacter au niveau de nos structures sanitaires. OK. Voilà, merci. Excellent. Excellent, excellent, excellent. Aujourd'hui, c'était du lourd. Docteur Moriba et docteur Amadji, prenez la parole vite parce qu'on va arrêter. Ok, bonjour à tout le monde. Moi, c'est Dr Moriba Onikuyamu. Je suis le chef section santé animale à Lola, ça c'est en Guinée. Ma question est sur la sécurisation des informations. Par rapport à la sécurisation des informations, je voudrais demander d'autres facilitateurs, est-ce que toutes les données qu'on donne à IA, est-ce que IA n'aura pas la possibilité de donner ces informations-là à autres personnes? Parce que si tu envoies, à chaque fois que tu envoies des documents à IA, je sais que IA, dans sa mémoire, il conserve. Et si ça trouve que ces données sont confidentielles, comment peux-tu sécuriser? C'est ça un peu ma question. Merci. Merci. Excellente question.
comprenez déjà que votre espace, votre espace que vous avez au niveau de votre IA est confidentiel. Ça veut dire que ces données-là ne sont pas accessibles à l'extérieur. Mais par contre, quand vous placez vos données, mais l'IA, ça veut dire que ces données-là, l'IA va les utiliser aussi dans sa base de connaissances. Maintenant, quand il va les utiliser, il va les anonymiser. Ça veut dire qu'il ne va pas mettre votre nom, etc. Mais par contre, vous avez mis certainement des informations secrètes ou quelque chose comme ça, ou certainement on pourra avoir à peu près avec des références. Maintenant, quelqu'un peut certainement pouvoir en fait retracer ces éléments-là. Mais par contre, ces informations-là, la confidentialité, ça se limite à ce niveau-là. Ce qui fait qu'on vous demande, quand vous mettez des données, de ne pas en fait pouvoir donner à peu près quelque chose qui va automatiquement tracer votre dépendance de ces données-là. Okay? Mais votre espace, comme on le dit, c'est sécurisé, personne n'a accès à ça. Maintenant, la sécurité des données, comme on le dit, au niveau médical, en tout cas, je ne sais pas, mais je sais que le dossier client, ça doit rester vraiment au bureau du soignant. Même pour le divulguer, je pense que ça pose problème indépendamment de l'IA. Donc, ça veut dire la confidentialité, déjà, c'est à un autre niveau. L'éthique au-delà de ça. Hein. Donc, quand vous avez déjà en place, comme on le dit, il y a la confidentialité, il y a le respect, il y a pas mal d'éléments, il y a six éléments. Combiner ces questions d'éthique-là permet d'abord, de manière intrinsèque déjà, de garantir un peu la sécurité. Si vous sortez maintenant de ces éléments-là, forcément, vous vous exposez à peu près, comme on le dit, à des biais qui fait qu'à la limite, vous ne pouvez pas les maîtriser. Mais la sécurité en tant que telle, ça commence déjà à la connaissance en soi de son boulot. Indépendamment de ça. Donc, l'IA ne vient pas raconter autre chose. On est professionnel de santé déjà. Je pense qu'en fait, vous avez prêté serment. Déjà, le fait que prêter serment déjà fait que les données ne doivent pas fuiter, indépendamment de l'IA. Donc, vous devez avoir ce serment-là, vous devez respecter de ne pas divulguer l'information. Donc, je ne vois pas en quoi ça devrait poser un problème déjà de pouvoir le mettre à quelqu'un à qui vous ne savez même pas porter plainte. Vous n'avez aucun élément d'interlocuteur pour porter plainte en cas de dégâts. Donc, ça veut dire que déjà, votre métier vous interdit ça. Ok, Je ne sais pas si j'ai bien excellent. répondu. Oui, oui, c'est bien répondu, professeur. Docteur Amadji, bon, ouvrez votre micro. Je pense que vous avez un problème de micro. Vous n'arrivez pas. Avant qu'il n'y Bon, arrive, docteur Boukari, si vous permettez. oui, allez-y. Oui, voilà. Merci beaucoup, docteur Boukari, et merci aussi à professeur Ngom pour la qualité donc de la présentation. Je voudrais rapidement revenir sur une question qui a été posée par... Mettez votre vidéo si possible, Ah, sauf ok, si ce n'est pas possible. je vais essayer. Oui, c'est bon. Voilà, ok. Voilà, merci beaucoup. Voilà, donc je disais que je voudrais rapidement revenir sur une question qui a été posée par docteur Conan avant qu'il ne parte et qui a été aussi bien répondu par le professeur. En fait, c'est à propos du consentement du patient. En fait, ce que je voulais souligner rapidement, c'est qu'en fait, le vrai problème n'est pas seulement la traduction linguistique. Hein. Le vrai problème, en fait, c'est la compréhension réelle du patient lui-même. Voilà, on parle donc d'intelligence artificielle, de nouveaux outils sophistiqués, hyper sophistiqués. C'est la compréhension du patient lui-même. Donc, dans beaucoup de systèmes de santé africains, même lorsque le consentement il est en français ou en anglais, très souvent, il n'a même pas compris. Alors, avec l'IA, le risque augmente encore, hein, parce que les notions deviennent un peu abstraites. On va parler d'algorithmes, d'aide à la décision, d'analyse automatisée, etc. Donc, si le patient Wolof, Baoulé, Bambara, etc., qui parle une langue locale, donc accepte un soin sans comprendre qu'il y a un système IA qui intervient donc dans l'analyse de ces données ou dans l'aide au diagnostic, alors le consentement devient surtout administratif, hein, pas réellement éthique. Donc, je pense que dans ce qu'on devrait faire, en fait, dans beaucoup de contextes africains, plus particulièrement les contextes ruraux africains, l'écrit seul ne suffit pas. Donc, il faudrait pouvoir inclure donc, dans le consentement une explication orale dans la langue du patient. Voilà, donc donner des exemples concrets, faire une vérification donc, de la compréhension donc, du patient. Ça peut se faire dans la langue du patient, donc de sorte à pouvoir obtenir son consentement donc, sur l'utilisation donc, d'un système automatisé qui va permettre donc d'améliorer son diagnostic. Donc, en procédant ainsi, on peut avoir le consentement du patient. Donc, dans la pratique, on peut utiliser des images aussi. Hein. Voilà, on peut utiliser des images, etc. Alors, mais la question fondamentale, c'est qu'il faut pouvoir distinguer le consentement aux soins avec le consentement à l'usage des données. Voilà, un patient peut accepter une consultation, un examen, un traitement, mais sans accepter pour autant que ces données servent à entraîner un algorithme ou que ces données soient stockées à l'étranger
ou être utilisé dans un projet de recherche. Voilà, donc c'est là que se pose véritablement la question donc, de l'éthique, qui exige donc de faire une distinction entre le consentement aux soins et le consentement de l'utilisation des données. Alors rapidement aussi, je voudrais aussi rebondir sur euh, l'intervention de notre collègue du Bénin, donc qui a parlé donc de l'utilisation donc par l'IA et même par les patients, par certains patients et aussi par certains collègues médecins infirmiers du pays. En fait, ici, ce qu'il faut savoir, c'est une bonne initiative, c'est une bonne chose parce que nous sommes tous à l'école, c'est une nouvelle donne et nous devrons donc tous entrer dedans, comme le professeur l'a dit. Mais en fait, le risque ici, c'est que le personnel devienne un peu dépendant donc de ces outils-là, qu'il ne comprend pas très bien. Donc, je salue ici la série de formations qu'ils ont prévues pour renforcer les capacités du personnel à l'usage responsable de l'IA. Parce que c'est vraiment un sujet qui est très souvent sous-estimé. Donc, le risque, c'est qu'un professionnel de santé progressivement devienne dépendant ou devienne davantage, ait davantage confiance à une recommandation algorithmique, hein, car son raisonnement clinique lui-même. Voilà, donc surtout dans les comptes où ici il est surchargé par le travail, bon, il a, il a 10 ou 15 ou une vingtaine de patients qui attendent sur le banc. Bon, il consulte l'IA, il fait une capture, l'IA lui donne une information, bon, il est surchargé. Et donc ça peut entraîner donc cette capacité donc de dépendance là de l'IA. Donc il est vraiment important que euh, euh, donc que les pays et l'OMS aussi soulignent le fait que l'IA doit vraiment rester un assistant de la décision et jamais donc remplacer l'humain. Voilà un peu ce que... Et bon, un autre dernier point rapidement. En fait, ça, bon, partie de cet exemple-là, pour le cas du Bénin et qui peut-être s'observe aussi dans d'autres pays, alors ce que peut-être on peut voir, c'est que l'IA peut, je vais dire, entraîner, accentuer plutôt, je vais dire peut-être une fracture numérique. Je m'explique. Parce que euh, l'IA suppose la connexion Internet, les équipements numériques, les compétences digitales, etc., etc. Bon, c'est des choses qu'on observe beaucoup plus en ville, à Abidjan, à Dakar, à Nairobi, mais qui restent vraiment très peu observées dans le milieu rural. Donc là, je vois aussi que il faudrait aussi qu'on tienne compte de cet aspect des choses, donc dans le déploiement et dans le suivi du plan qu'a proposé le professeur en fin de présentation de 2025, 26 à 2030. Donc, il faudrait qu'on tienne compte de ça pour juguler cette fracture numérique que peut entraîner l'IA entre le monde rural et le monde urbain, vu que la connexion n'est pas partout la même, les équipements sont différents. Sinon, on risque d'avoir une médecine augmentée dans les zones urbaines et puis une médecine, on va dire, classique, qui est toujours classique, qui n'a pas les moyens d'utiliser l'IA dans les autres territoires, notamment en milieu rural. Voici un peu les commentaires que je voulais faire, docteur Boukari. Merci. Excellent, docteur Adou. Oui. Docteur Ngom, vous voulez dire professeur Ngom, vous voulez dire quelque chose? Il veut dire, en fait, ce qu'il vient de dire totalement, comme on le dit. Donc là, vraiment, quand on parle de l'IA, ok, il faudra nécessairement le dissocier à peu près automatiquement à vos pratiques cliniques. Donc ça veut dire qu'il y a deux choses qui vont s'adosser, qui vont se compléter, mais là, on parle de la donnée du point de vue numérique. Donc ça veut dire que tout ce qui est vraiment fait numérique à part de ce moment-là, donc tout ce qui a été expliqué, c'est par rapport à ça. Donc il y a vraiment, comme on le dit, du point de vue par rapport à votre serment, etc. Donc ce discernement est important. Maintenant, moi, ce que je voulais maintenant, au-delà de ça, apporter, et de lier à la manière dont on le fait. Donc, nous, les Africains, on doit pouvoir faire ce qu'on appelle disrupter un peu. Donc, disrupter, ce n'est pas qu'on doit faire l'usage par rapport à la manière dont ça a été indiqué. Prenez un cas d'usage, par exemple. Normalement, si vous prenez les déficits en fait, des spécialistes au niveau, au niveau en fait, voilà, vraiment du milieu médical, prenez par exemple les retraités. Mais avec l'IA, nos retraités peuvent toujours contribuer au niveau des hôpitaux pour pouvoir arriver à faire ce qu'on appelle le coaching et le mentorat. Prenez au niveau des zones rurales, par exemple. Vous prenez à peu près quelqu'un, vous pouvez mettre quelqu'un qui sait, par exemple, je ne sais pas, prélever des choses, etc. Après avoir prélevé, vous avez à peu près un formulaire global qui a été fait, informatisé. Il va renseigner ces informations-là, mais vous pouvez avoir à peu près que les retraités qui sont là-bas, qui peuvent récupérer ces informations, entraîner avec des l'IA, faire à peu près la recommandation et automatiquement valider et envoyer automatiquement la prescription. C'est comme ça qu'il faut voir en fait l'IA en tant que tel. Il ne s'agit pas de dire c'est un outil, mais c'est de dire à peu près quelles sont les approches qu'on devrait développer pour pouvoir en fait mettre en contribution, mettre de l'augmenter et utiliser à peu près toutes les ressources dont on dispose et tous les manquements. Mais ce n'est pas des outils qui vont venir se substituer. C'est là vraiment l'erreur qu'il ne faut pas voir en fait l'usage de l'IA. Nous, les Africains, nous devons nécessairement changer
la manière dont l'IA, c'est quelque chose qui est bénéfique à l'Afrique, mais on ne doit pas l'utiliser de la même manière que les Occidentaux. Nous devons nécessairement penser autrement, de pouvoir faire en contribution l'ensemble de nos retraités, faire du mentorat, faire du coaching, etc. Préparer ces outils-là, qui fait qu'à la limite, on va mettre en contribution tout le monde parce que nous sommes assez peuplés. Mettons en contribution toute la population africaine, c'est ce que je veux dire. Avec l'IA, tout le monde peut travailler en même temps. Est-ce que vraiment, je fais ce rêve-là de dire l'ensemble de la population africaine, comment on peut faire de telle sorte qu'on peut contribuer, que chacun puisse contribuer quelque chose à travers les outils l'IA. Au lieu de dire que voilà, chacun va avoir son IA. Comment on peut avoir ces synergies-là? Okay? En tout cas, moi, j'ai ce projet-là de pouvoir vraiment distribuer avec ce qu'on appelle les retraités de la médecine, hein, qui peuvent vraiment venir contribuer, qui fait qu'à la limite, oui, le temps de pouvoir former autant de spécialistes, voilà, peut-être c'est 5 ans, 5 ans, 10 ans, mais je pense qu'avec l'IA, on peut bien trouver des outils pour pouvoir en fait quand même combler ce gap-là, pour pouvoir faire le soin vraiment en fait dans les zones reculées où il n'y a vraiment pas de médecins. Merci. C'est juste ce que je voulais proposer pour l'OMS. OK. Merci, professeur. Dernière question, docteur Amadji, allez-y vite. Non, c'est bon, j'ai déjà eu la réponse à mes préoccupations. OK. Bon, Merci. chers collègues, je pense que nous sommes arrivés à la fin de cette session. Je voulais juste rappeler les informations que Alphonse avait données au début, avant de conclure. Donc, le groupe WhatsApp, nous allons le fermer et conserver seulement le groupe Telegram. Il y a beaucoup de participants, beaucoup de collègues qui sont toujours sur le groupe WhatsApp. S'il vous plaît, il faut migrer parce que nous allons fermer le groupe WhatsApp et conserver seulement le groupe Telegram. Comme Alphonse a dit, nous cherchons des gens pour nous aider. Nous voulons des gens qui vont former l'équipe de planification. Donc, s'il y a des gens qui sont disponibles, il faut vous signaler. Une autre équipe, c'est l'équipe de médias. Donc, c'est des gens qui savent faire les flyers, les dépliants, et puis qui vont aller sur les différentes plateformes de promotion pour disséminer l'information. Et l'autre, c'est une équipe pour faire les rapports. Donc, des gens qui savent analyser les données et faire rapidement des rapports. Donc, s'il vous plaît, si vous êtes intéressé et si vous avez la disponibilité, faites-nous savoir. Nous allons communiquer dans le groupe Telegram par rapport aux autres sessions à venir la semaine prochaine. Donc, restez connectés. Professeur, est-ce que vous pouvez prendre une minute pour dire qu'est-ce que vous offrez à l'université comme formation, comme possibilité de ressources, de formation ou je ne sais pas, quelque chose comme ça? Voilà. Merci. En fait, pour le cas en fait, de l'institut que je suis en train de gérer, c'est l'Institut supérieur de formation à distance. Et ça va vraiment impacter le personnel de santé. Et nous, au niveau de l'UCAD, ce qu'on a déjà réussi cette année, c'est qu'on a fait une formation, une cohorte de 2 ans, où nous ne connaissons pas les étudiants. Ça veut dire que les étudiants ont été formés intégralement à distance. Ça veut dire qu'ils ont fait tous leurs cours à distance, ils ont fait des examens à distance, avec vraiment en fait, voilà, une haute expertise. Et je pense que ça permettrait quand même de pouvoir en fait accompagner un peu le personnel soignant, parce que souvent vos étudiants, ils sont en situation de travail, ils sont dans les hôpitaux. Souvent, par exemple, si vous prenez le cas du CAD, hein, donc les étudiants, ils travaillent, ils vont aller à l'hôpital de 7 h du matin jusqu'à 12 h. Après 12 h, automatiquement, ils vont s'empêcher, ils vont essayer directement de pouvoir accélérer un peu leur cadence pour qu'ils puissent arriver à 15 h à l'UCAD, avec tous les embouteillages, avec la circulation de Dakar, pour pouvoir étudier jusqu'à 18 h. Mais or qu'ils pouvaient être utilisés en situation clinique et à part de moi là même étudier. Donc nous, c'est ce que nous offrons. Donc avec l'OMS, je pense qu'on a toute la technologie, on a toute la batterie maintenant pour pouvoir dire le médecin, par exemple, dès la première année, l'étudiant en médecine, dès la première année, peut rester en situation clinique et tout ça et continuer à apprendre. Maintenant, pour les cas de TP, etc., là, il peut le faire à peu près à l'université. Donc, on a réussi déjà cette formation-là. Donc, nous faisons à peu près des formations en technologie de production animale. Voilà, nous faisons la formation en ingénierie multimédia. Nous faisons la formation en cartographie. Nous avons la formation en multimédia et e-tourisme, etc. Mais par contre, comme on le dit, l'Institut supérieur de formation à distance, nous venons vraiment, en fait, comme on le dit, augmenter un peu ce qu'on appelle ce qui existe. Et vraiment, nos produits permettent directement de s'adapter totalement et intégralement avec le système
de la santé pour vous faciliter vraiment en fait ce qu'on appelle l'apprentissage et de pouvoir impacter davantage. Voilà. Donc, de toute façon, on aura l'occasion de pouvoir partager dans le groupe hein, l'ensemble des éléments. Au-delà de ça aussi, nous avons des outils. Hein. On a un laboratoire où on est en train directement de pouvoir mettre certains produits. Nous avons aussi des collègues qui font des outils pour la santé. Hein. Donc, il y a une équipe ici au niveau de l'ESP qui sont en train de faire pas mal d'outils IA qui permettent directement de faire du dépistage, etc. Du côté recherche. Hein. Donc, ce volet-là aussi, c'est important de pouvoir venir pour qu'on puisse collaborer, voir dans quelle mesure on pourra vous fournir ces outils-là. En tout cas, l'université est assez ouverte. Hein. Donc, du point de vue professionnel, que ce soit du point de vue académique, nous sommes assez ouverts pour vous accompagner. Il s'agira juste de pouvoir oser, comme je l'ai dit. Nous, les Africains, quand même, je pense qu'il faut qu'on ose, de la même manière qu'on essaie d'oser au niveau du sport, il faut qu'on essaie quand même d'oser au niveau de de nos capacités intellectuelles, de pouvoir prouver et de pouvoir utiliser nos talents et de pouvoir proposer des produits qui n'existent pas ailleurs pour qu'on puisse quand même changer la donne. L'expertise est là, l'expertise est sur place. Donc, nous sommes conscients, mais nous attendons des bailleurs et des gens qui peuvent nous propulser pour qu'on puisse arriver à faire de la valeur et pouvoir en fait mettre de la chaîne de valeur partout en Afrique. Merci, docteur. OK. Professeur Ngom, merci beaucoup. Chers collègues, nous arrivons au terme de cette session. Je voudrais remercier très chaleureusement notre intervenant du jour, Monsieur le professeur Ngom, ainsi que chacun d'entre vous pour votre participation très active. Le message clé d'aujourd'hui est que l'intelligence artificielle représente une opportunité majeure pour transformer nos systèmes de santé. Cependant, cette opportunité nécessite des principes éthiques solides. Et je voulais les rappeler. Professeur Ngom a parlé de la confidentialité, de l'équité, de la responsabilité et du respect du patient. L'IA n'est pas neutre. Elle dépend des données. Elle dépend des choix et elle dépend du contexte. Nous devons donc adopter une approche responsable, centrée sur l'humain et consciente des risques. Dans nos contextes africains, il faut non seulement, pardon, dans nos contextes africains, il faut non seulement adopter l'innovation, mais aussi la façonner selon nos besoins. L'OMS rappelle que l'IA doit respecter les droits humains avec transparence, équité et responsabilité. L'IA ne remplacera pas le jugement humain, mais peut nous aider à mieux décider, anticiper et protéger. Je vous invite alors à prolonger cette réflexion dans vos pratiques quotidiennes, dans le groupe WhatsApp, dans le groupe Telegram. L'avenir de l'IA dépend des valeurs que nous défendons. Je vous remercie pour votre engagement et vous souhaite une excellente continuation de votre journée et de vos activités. Voilà, merci beaucoup. Donc, à la semaine prochaine. La semaine prochaine, Dieu voulant, nous allons avoir 2 sessions. Professeur Ngom, merci. Vous voulez dire quelque chose? Non, non, merci, c'est bon. De toute façon, on est là. Disons que je suis un peu occupé, mais je pense à partir de juin, peut-être on pourra faire autant de sessions au mois de juillet. Quand le temps nous permettra, il y a beaucoup de choses qu'on pourra partager. Inch'Allah. OK. Merci. Au revoir. À la semaine prochaine. Merci. On reste en contact.